Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animédia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain, alias Flegmatique, et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, sable, famille et charcuterie. Mais non, vous inquiétez pas, vous me réveillez pas, mais simplement je sors de Dans tes rêves, le nouveau film, la grosse sortie Netflix de cette fin d'année. Et puis après 2 semaines de pause, il était temps pour Animédia de faire son retour. Oui, désolé, j'ai été pas mal occupé par les petits préparatifs autour d'un projet personnel qui arrive dans environ 3 mois, qui pèsera environ 3 kilos, vous voyez sans doute de quoi je parle. Et donc, pour revenir à ce qui nous intéresse, on va donc parler de l'actu. C'est aussi pour ça que je m'étais permis de disparaître un petit peu pendant 2 semaines. Il n'y avait pas vraiment de grosses sorties animation en salle. Et c'est donc vers la plateforme qu'on va se diriger avec donc Dans tes rêves d'Eric Benson et Alex Wu, qui est donc sorti tout récemment sur Netflix, puisqu'ils sont désormais coutumiers des sorties animation dans ces périodes de fin d'année, et on va voir si celle-ci tient la route. Un petit rappel de la structure du podcast, d'autant que celle-ci va être un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais les habitués vont s'y retrouver. Vous inquiétez pas, on va commencer par la critique, tout simplement, où je vais vous donner mon avis sur le film. On enchaînera tout de suite après avec la partie C'est pour qui. On va se poser la question à qui s'adresse le film, et puis on le reclassera ensuite dans le grand classement Letterboxd d'Animedia en lui donnant une note sur 5. Et puis on va enchaîner avec mon top 3 des films d'animation Netflix, vraiment purement subjectif. Et je terminerai avec un petit calendrier des sorties, puisque pour le coup, il y a quand même des petites choses qui nous attendent pour cette fin d'année. Allez, sans plus tarder, calez-vous bien confortablement dans votre lit, on part pour le pays des rêves. Tu veux voir un tour de magie? Faut tout le temps que tu sois agaçant. Ouvre le mot, Stevie. Stevie va dire, faut tout le temps que tu sois... Ok, c'est bon. En fait, j'ai eu une opportunité. Alors je partirai de la maison très tôt demain matin. Tu t'en vas? Papa, c'est pas comme si maman allait déménager, hein? Je veux pas que tu t'inquiètes, Trésor. Hé Stevie, regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? La légende du marchand de sable. Ça dit que le marchand de sable peut réaliser nos rêves à tous. C'est magique! Je vois tes fesses, Houdini. Dis Stevie, c'est quoi ton rêve à toi? Dans tes rêves est une comédie d'aventure où Stevie et son frère Elliot voyagent par magie dans le monde des rêves avec pour mission de trouver le marchand de sable qui leur accordera leur souhait ultime, sauver le mariage de leurs parents. Dans tes rêves est sorti sur Netflix le 14 novembre. Il est réalisé par Eric Benson et Alex Wu, écrit par Eric Benson, Alex Wu et Stanley Moore. Au casting VO, on retrouve notamment Jolly-Johan Rapaport, Elias Janssen, Simu Liu, Christine Milioti ou encore Craig Robinson. Le film est produit par Netflix Animation Studios et Coucou Studios, distribué forcément par Netflix. Alors j'ai une petite question pour vous pour attaquer cette partie critique. Est-ce que vous vous souvenez d'Eliane et le sortilège qui est sorti l'an dernier à peu près à cette période-là sur Netflix? Ouais, peut-être pas, mais c'est normal. C'est pas un film qui a forcément marqué la fin d'année comme je pense Netflix l'aurait voulu. C'était leur tentative de marcher un petit peu sur les plates-bandes de Disney, voire carrément même, puisque Disney a l'habitude de sortir ses gros films de l'année fin novembre. Pourquoi? Parce que c'est la période traditionnelle de Thanksgiving, le moment où les Américains se retrouvent en famille, encore plus presque qu'à Noël. Et là, Netflix avait essayé de faire plus ou moins la même chose avec un film qui se voulait un peu comme un Disney, avec pas mal de passages chantés, une belle histoire familiale sur fond de fantaisie, de princesse, etc. Sauf que malgré quelques bonnes idées, c'était loin d'être parfait et c'est assez vite oublié, clairement. Dans tes rêves, pour parler donc de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt la tentative de Netflix de partir sur du Pixar, et vous allez comprendre pourquoi.
La principale raison, c'est son co-scénariste et co-réalisateur Alex Wu, qui a travaillé chez Pixar jusqu'en 2016. Il a notamment été storyboarder sur Ratatouille, Wall-E, Les Indestructibles 2, hein, donc pas des petits films, avant donc de quitter le studio et de fonder Coucou Studios, qui a un logo trop mignon d'ailleurs, et dont c'est le premier long métrage. Ça fait donc 9 ans qu'il travaille sur le film, on y reviendra. Et il a amené avec lui, eh bien forcément, un autre ancien animateur de Pixar, Eric Benson, qui n'était pas que animateur d'ailleurs, même s'il a travaillé lui sur Cars 2 et Toy Story 4, mais il a été également scénariste, un des nombreux scénaristes d'ailleurs sur Le Voyage d'Arlo, donc autant dire pas les meilleurs Pixar des dernières années, mais quand même, c'est une école qui vous forme plutôt bien. Et là, il a été amené par Alex Wu pour devenir co-réalisateur et co-scénariste du film. Alors Alex Wu, si vous cherchez un petit peu sur internet à droite à gauche, il a donné un certain nombre d'interviews dans pas mal de médias, donc c'est assez facile de trouver ses influences, d'où lui est venue l'idée de cette histoire. Et en l'occurrence, eh bien, il y a deux choses, deux points de départ assez cruciaux. Le premier, c'est son expérience personnelle. Forcément, c'est très souvent le cas, même dans le domaine de l'animation, presque encore plus dans le domaine de l'animation. On va revenir sur des périodes passées de sa vie, notamment quand il était enfant. Et lui, en l'occurrence, quelque chose qui l'a vraiment beaucoup marqué, c'est le moment où ses parents ont failli se séparer, ou ils se sont plus ou moins séparés, ils se sont donné du temps avant de se remettre ensemble, de s'éloigner à nouveau, etc. Il a une histoire familiale un petit peu compliquée comme ça, et il s'est beaucoup rapproché pendant cette période-là de son frère. Forcément, ça a inspiré énormément ces deux personnages de Stevie et de Elliot, qui se sont eux aussi beaucoup rapprochés pour faire en sorte que le mariage de leurs parents survive. L'autre influence majeure d'Alex Wu, et là elle est un petit peu plus logique au vu de sa génération et surtout de l'influence sur la pop culture énorme que ça a eu, c'est Steven Spielberg, bien sûr, puisque si un des personnages, un des enfants s'appelle Elliot, c'est peut-être en rapport avec un certain personnage de E.T. Et puis lui cite aussi également les Goonies et Hook, on va y revenir. Et puis c'est aussi quelqu'un qui a grandi une bonne partie de sa vie à Hong Kong, et donc il dit qu'à cette époque-là, il était fortement influencé aussi par le cinéma d'animation japonais, et notamment Hayao Miyazaki. Évidemment, ça se voit un petit peu dans le film, je vais y revenir. Et puis il cite aussi Paprika, ça lui est venu sûrement un petit peu plus tard, de Satoshi Kon, dans le sens où l'une aussi de ses grosses motivations à faire le film, c'était que de son point de vue, assez peu de films mainstream d'animation, en tout cas avec un budget assez conséquent, sont venus explorer vraiment en profondeur le monde des rêves. Paprika, c'est 100% ça, mais forcément, on parle d'un film avec une portée un petit peu moindre, du moins à l'époque, un budget moindre, si on le compare évidemment aux grosses productions Disney, Pixar de cette époque-là. Bien sûr, depuis, Paprika, c'est devenu un classique et un film d'animation culte, mais lui, voilà, il avait cette volonté de mélanger un petit peu tout ça, et c'est ce qui se retrouve dans Dans tes rêves. Et donc, pourquoi du Pixar? Il n'y a pas que le fait que Alex Wu ait travaillé là-bas, c'est cette volonté, en tout cas, c'est ce que j'ai vu clairement dans le film, de nous plonger dans un monde qui se passe dans notre tête, avec des allers-retours entre le rêve et la réalité, d'avoir un parallèle entre un monde qui va venir expliquer une mécanique inconsciente pour la mettre en image, et en l'occurrence, là, c'est la fabrique des rêves. Vous voyez sans doute le parallèle vers lequel je vous amène, ça fait clairement penser à vice-versa, dans l'idée d'expliciter une mécanique qui se passe, vice-versa, c'était carrément à l'échelle de notre cerveau, les émotions, comment elles interagissent entre elles, avec ces allers-retours également entre le monde des émotions et le monde réel. Et bien là, c'est aussi ça qui vient alimenter comme ça l'histoire et les péripéties de Dans tes rêves. Et puis, de manière beaucoup plus visuelle, l'arrivée dans le monde du petit déjeuner qui doit s'appeler Petit Déjeville en France, il me semble que c'est Breakfast Town dans la version originale, ou même le château du marchand de sable, on pense beaucoup à vice-versa, enfin moi en tout cas ça m'a fait beaucoup penser à vice-versa, au moment où joie et tristesse déambulent comme ça dans l'univers et apprennent à le découvrir justement. Et puis, je trouve aussi que
le personnage un petit peu bancal de Tony Charcuterie, je crois que c'est Tony Baloney en VO, parce qu'il faut savoir que Elliot, le petit frère, a un penchant presque charnel avec des espèces de tranches de charcuterie, de salami là, qu'on a un petit peu en France, mais là il y a vraiment un côté chimique, caoutchouteux, dégueulasse, qui est vraiment assez propre, je pense, à ce que les Américains conçoivent comme étant de la charcuterie. Bref, le personnage de cette espèce de peluche girafe dont il se sert pour stocker des réserves de charcuterie, d'où le nom de Tony Charcuterie. Oui, il y a tout un concept autour de ce personnage. Eh bien, justement, parce qu'il est aussi un petit peu starbé, et c'est lui justement qui est doublé par Craig Robinson, que les fans de The Office connaissent très bien. Eh bien, pour moi, j'y ai vu une sorte de bing-bong, vous savez, le genre de dauphin, éléphant, barbe à papa, de vice-versa, là, mais une version dégénérée de Bing Bong, complètement pété du casque, qui parle mal, qui n'hésite pas, à l'occurrence, faire faux bond, qui prend peur, qui les laisse évidemment pour venir les sauver un petit peu plus tard, mais il y a de ça, je trouve. Et puis pour aller sur l'autre versant des influences d'Alex Wu, l'apparition du château de sable. Comment ne pas penser au château dans le ciel avec la manière dont il décolle, sa forme même, un peu ronde comme ça. Et puis les Sandlings, donc les petits mignons du Sandman, du marchand de sable. Moi, ça m'a fait beaucoup penser aux petites créatures de charbon qu'il y a dans Chihiro, ou même aux Sylvains de Mononoke. Enfin voilà, c'est un trope assez récurrent. Je pense aussi aux petits personnages dans Le Garçon et le Héron. Mais l'idée d'avoir des petites créatures comme ça qui accompagnent l'un des personnages, c'est très très classique chez Miyazaki, mais c'est aussi un trope assez récurrent maintenant. C'est un peu un passage obligé, si vous voulez, dans le film d'animation moderne. Et puis, il y a cette scène de vol avec le lit qui est vraiment l'irruption dans le monde des rêves, la frontière entre le rêve et la réalité, où là on est clairement à la fois dans Peter Pan, donc forcément Hook, l'influence qu'il cite, avec l'idée de se balader comme ça au-dessus de sa ville, de voir le monde d'une autre façon et juste tout simplement de décoller, de voler. Et puis ce fameux plan où les personnages vont décoller au-dessus des nuages et avoir la lune en arrière-plan. Comment là encore ne pas penser à E.T. Bref, ça fait beaucoup de rêves assez écrasantes pour le film. C'est pas rien quand même ce qu'il cite, Miyazaki, Spielberg, carrément rien que ça. Mais heureusement, et là on va revenir peut-être sur le film proprement parlé, maintenant qu'on a égrené un petit peu les petits coups de coude que le film peut faire, c'est que justement, et heureusement même, il trouve son propre ton grâce à son humour. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a clairement étonné. Ça fait partie des grosses surprises que j'ai eues en voyant le film, c'est que c'est drôle en fait, mais genre vraiment quoi. J'ai vraiment ri, j'ai pas juste souri, j'ai vraiment ri à pas mal de moments. Et je vais revenir justement sur ce personnage de Tony Charcuterie là. Vraiment, en voyant les bandes annonces, j'étais assez sceptique sur ce que ça pouvait apporter. J'y voyais vraiment un genre de mauvais goût, parce qu'il y a aussi pas mal de blagues en dessous de la ceinture, dans la bande-annonce, un petit peu aussi dans le film, mais finalement ça prend pas une part aussi importante que ça. Mais c'est vraiment le contrepoint qui va apporter à l'aventure. Ces blagues, pas en permanence, je trouve que c'est assez bien dosé, mais quand même un ton assez décalé, avec un timing comique plutôt juste. Alors parfois, il y a des moments où c'est un petit peu too much sur le côté comic relief, où c'est vraiment le personnage qui va venir souligner un truc qui s'est passé et dire « Quoi ? Mais il s'est vraiment passé ça ?» Oui, merci, on l'a vu, on a des yeux. Heureusement, ça n'arrive pas trop. J'ai eu très très peur au début que c'est un personnage qui prenne trop de place, mais déjà, il est là que dans les séquences du monde des rêves. Et en plus, vraiment, je trouve que le timing comique est bien dosé. Alors après, là, c'est la partie forcément un petit peu plus subjective. Ça vous plaira, ça vous plaira pas. Moi, je trouve que ça fonctionne et je pense qu'il a vraiment le potentiel de plaire aux enfants, clairement. Mais il n'y a pas que ça. En termes d'humour, il y a vraiment des phases bien vues, bien pensées, qui font intervenir la mise en scène. Je pense notamment à cette séquence de rêve avec les poulets de la pizzeria qu'on a vu quelques minutes plus tôt, façon It's a Small World de Disney, là, vous savez, cette espèce de... oui, alors j'ai eu train hanté qui m'est venu en tête, donc c'est vous dire le lapsus, mais cette déambulation dans les bateaux, vous avez les petits personnages qui chantent, eh bien là, vous l'avez de la même manière, mais avec des poulets qui, d'un coup, passent du rêve au cauchemar. Et franchement, ça fonctionne assez bien, parce qu'on a tous imaginé ces petits personnages de mécanique, tout d'un coup s'animer et devenir complètement flippant. Et ben là, on y est. Et d'ailleurs, c'est quand même la deuxième
fois cette année sur Netflix, qu'on a une référence directe à It's a Small World, mais pour la détourner complètement, puisque si vous vous souvenez, il y avait déjà ça hein, dans Astérix et le combat des chefs, où là c'était plus des personnages qui en fait chantaient une histoire avec un ton très enfantin, mais en fait une histoire pas cool du tout à base d'oppression romaine. Et bien là, on a voilà ces poulets qui d'un coup deviennent limite sataniques et qui viennent s'en prendre aux personnages. Donc il y a quand même quelques éléments vraiment surprenants. Moi j'aime beaucoup le lit cheval qui est hyper bien animé, vraiment on l'imagine super bien. Et même dans les références un petit peu coup de coude, notamment ce qui peut vite arriver dans ce genre de production, à savoir les chansons, et bien là, elles sont bien casées et vraiment, on n'en abuse pas. Il y avait deux évidences. Forcément, quand on fait un thème autour du marchand de sable, ça va parler beaucoup plus à un public américain, mais quand même, deux évidences. Mr. Sandman, des Chordettes, qui n'est pas que, la chanson de la pub pour Auchan, hein, c'est un vrai classique, un vrai standard de la culture américaine. Et puis, Enter Sandman, forcément de Metallica, eh bien, elles sont là, on les a, elles sont pas surutilisées. Enter Sandman, on a même que l'intro, hein, mais ça fonctionne super bien et elles sont placées où il faut. On n'est pas du tout dans le côté, ce qui m'avait vraiment déplu, voire carrément saoulé dans le Super Mario Bros de Illumination, c'était voilà, des références hyper évidentes avec des énormes tubes balancés un peu à la va comme je te pousse sans raison. Là, thématiquement, ça fonctionne. Et puis voilà, c'est assez respectueux. Et en plus, ce sont de musiques que j'adore. Mais je crois que ce qui m'a presque le plus étonné, c'est le côté assez énervé des séquences de cauchemars. Je m'explique. Il y a quand même des vrais traumatismes hein, qui sont représentés. Et puis ça y va assez franchement. On voit les personnages mourir, je mets des gros guillemets, quand même en boucle. Hein. Il y a une séance de montage où ils doivent apprendre justement à surmonter des cauchemars en série qui leur sont présentés. Forcément, entre Elliot et Stevie, ils ne vont pas avoir les mêmes types de cauchemars à affronter, mais c'est assez bien vu. Là encore, je trouve que ça représente clairement ce que peuvent être les cauchemars à cette époque-là de sa vie, hein, donc entre 8, qui est à peu près l'âge de Elliot, et 12 ans, qui est l'âge de Stevie dans le film. Franchement, je trouve que c'est vraiment bien vu. Il y a un côté, là encore, un peu sausage party, je trouve, du trailer, puisqu'on a cette fameuse séquence où un hot dog géant essaye de manger les personnages. Ça donne encore une fois un côté un peu mauvais goût au film, et vraiment, c'est pas du tout le cas. Donc je suis pas convaincu de la manière dont la bande-annonce a été faite. Et d'ailleurs, ce côté sausage party, on le retrouve aussi dans le visuel qui est utilisé sur l'application sur Netflix. Pas encore de très bon goût, mais ne vous arrêtez pas à ça. Vraiment, ça vaut le coup d'aller plus loin. D'autant que, visuellement aussi, vraiment, j'ai trouvé le film très quali, avec une super production. Pour le coup, il y a vraiment un moment, ou même plusieurs, où j'ai bugué sur les cheveux de Stevie, mais je les trouvais trop beaux, trop bien faits, trop bien animés, soyeux, etc. Et d'une manière générale, même si on est sur effectivement de la 3D assez caoutchouteuse. On n'est pas non plus dans du DreamWorks surexagéré. C'est du relativement classique, mais il y a une patte quand même. Il y a une petite patine, je trouve, au niveau de la lumière, de la façon dont les personnages brillent, etc. Tout ça est vraiment globalement très bien fait. Mais surtout, c'est le rythme qui m'a surpris, dans le sens où bien très vite le film nous embarque. On ne nous bombarde pas de règles, d'une exposition qui dure des plombes. C'est vraiment très clair, les enjeux sont présentés rapidement. On entre très vite dans le vif du sujet. Et il y a vraiment un moment où je me suis dit, waouh, mais en fait là, ça s'arrête plus, quoi. Les scènes d'action s'enchaînent. Et puis c'était très bien comme ça. Le film dure 1 heure et demie, montre en main, c'est bien calibré. C'est vraiment juste ce qu'il faut, pas besoin de plus. C'est maîtrisé. En fait, c'est vraiment ça le mot, je pense, qui convient. On sent que voilà, c'est une œuvre qui a mis du temps à se faire, 9 ans, comme j'ai dit. Et à l'arrivée, ils ont gardé juste ce qu'il faut. Après, je vais pas vous le survendre non plus. C'est pas un film qui réinvente la poudre non plus. Hein. Il y a plein de poncifs du film familial de ce genre-là. Il y a un côté forcément famille américaine à l'ancienne, de banlieue pavillonnaire. En l'occurrence, on est dans le Minnesota, mais on pourrait être n'importe où ailleurs, que ça ne changerait vraiment rien. Hein. Je pense que ça vient de ce côté à l'ancienne, je mets des guillemets, de Woo. Hein. Forcément, quand tu es influencé par le cinéma de Spielberg, les années 80, les Goonies, E.T., on avait voilà, ce genre de famille plus ou moins fonctionnelle, plutôt dysfonctionnelle d'ailleurs. Et puis des petits clichés, hein, ça fait pas de mal, avec cette grande sœur hyper organisée, mature, qui veut le bien de la famille, avec l'idée que voilà, forcément les filles vont être rangées de ce côté-là, versus le petit frère qui est à l'inverse
hyper bordélique. D'ailleurs, ça se voit visuellement, c'est plutôt une bonne idée, même si là encore, c'est du déjà vu dans le film, à savoir cette ligne tracée dans la chambre avec, voilà, d'un côté très rangé et de l'autre complètement en bordel. Et c'est ce petit frère qui va venir justement péter l'équilibre et qui est en totale opposition avec sa grande sœur, mais ça contribue aussi à l'ambiance buddy movie, dans le sens où on comprend clairement qu'elle regrette presque que ce petit frère soit venu perturber ce qui aurait pu être un équilibre familial assez parfait pour elle. Et bien sûr, elle va apprendre à l'aimer à sa manière. Et d'ailleurs, c'est un schéma qui s'applique aussi aux parents finalement. Le père, c'est aussi le rêveur, l'idéaliste, celui qui est un petit peu dans la nostalgie, qui voit pas trop la réalité en face. La mère, elle a vachement plus les pieds sur terre. Elle pense à elle, à sa carrière, forcément à sa famille aussi, hein, mais on sent que peut-être qu'elle s'y retrouve pas forcément, peut-être qu'elle, elle a essayé de grandir, de passer à autre chose. Et c'est ce que dit Alex Wu dans son film. Je l'avais pas forcément vu comme ça d'ailleurs, mais ça peut être complètement décalqué sur les deux antagonistes, ou en tout cas les deux personnages fantastiques du film, que sont le marchand de sable et Night Mara, où on retrouve un petit peu la même chose. Le marchand de sable, c'est celui qui va créer les rêves. Et en l'occurrence, le père, il est dans ce monde des rêves, un petit peu à penser à ce que la vie pourrait être, alors que Night Mara, c'est celle qui va ramener les gens sur Terre via les cauchemars pour un peu leur faire prendre conscience de leurs propres peurs et de leurs propres limites. La mère, elle aussi, elle a ce côté beaucoup plus ancré dans le réel. L'autre point assez évident, il y a un twist, il y a un petit twist dans le film. Nous, adultes, on en a vu suffisamment, on voit un petit peu où l'histoire va aller, on se doute à peu près de ce qui va se passer, mais le concept reste quand même assez intéressant, hein. L'idée, c'est de faire attention à ce qu'on souhaite, hein. Parfois, nos rêves ne sont pas toujours souhaitables. Et puis, il y a quand même une fin un petit peu plus ambiguë que ce qu'on aurait pu attendre d'un film comme ça. Je vais faire un toute petite parenthèse spoil, ça va durer 30 secondes, 1 minute, mais regardez bien ce qui est écrit sur le carton que portent les parents à la fin du film, hein. Ça vous donnera une idée du fait que il leur reste quand même pas mal de boulot, hein. Et puis le tout dernier plan, hein, ce qui arrive dans le film à la toute fin, ça peut paraître anecdotique, mais ça montre que ça restera une famille toujours un petit peu brinque-ballante, dysfonctionnelle, voilà, que tout n'a pas été réglé quand même à travers cette histoire-là, mais que chacun a dit ce qu'il avait à dire, a essayé de plus communiquer, de mieux se comprendre aussi. Ça se passera comme ça se passera, mais en tout cas, on est allé au bout de ce qu'on a pu faire, ou en tout cas, Stevie, elle, a fait sa grosse part du travail. Donc en résumé, j'ai passé un vrai bon moment devant Dans tes rêves, alors que, très honnêtement, j'en attendais pas grand-chose. Les trailers, comme je l'ai dit, me faisaient un peu peur, et je trouve que c'est une vraie bonne surprise pour cette fin d'année, sur une plateforme qui essaye quand même de plus en plus de s'imposer comme une référence en termes d'animation, et là, pour le coup, je trouve que c'est réussi. Surtout, c'est un film qui respire la sincérité. C'est Alex Wu qui le dit lui-même, hein, ce film, c'est son rêve à lui, devenu réalité. Comme je l'ai dit, il a bossé dessus pendant 9 ans, dont en plus 18 mois confiné à Hong Kong, où il se retrouvait à bosser la nuit, hein, parce qu'il travaillait à l'heure de la Californie, donc avec un rythme complètement décalé, complètement instable, mais il est allé au bout de son idée, il est allé au bout de ses rêves, voilà, comme dit Jean-Jacques. Alors certes, c'est pas un film qui s'élève au niveau de ses influences, hein, comme je l'ai dit, elles sont quand même tellement absolues que quelque part c'est pas ce qu'on lui demande non plus, mais quand même plusieurs fois je me suis dit, ils ont fait ça, c'était évident. Et c'est super, dans le sens où ils sont pas passés à côté. Le marchand de sable, son royaume, c'est un château de sable, évidemment. Et la manière aussi dont il se déplace, tout est fait en sable et il en fait partie de manière intégrante. Ces mouvements aussi, justement, les éléments dont il est fait, il est fait entièrement de sable, c'est pris en compte dans le design, ça a un sens aussi dans l'histoire. Donc vraiment, tout ça a une cohérence, un ensemble qui se tient beaucoup, c'est du bon divertissement, hein, ça demande principalement à être ça, il y a un petit sous-texte, mais l'idée c'est quand même de passer un bon moment, de se marrer, voilà, d'avoir une histoire riche en rebondissements et en action, mais c'est hyper respectueux de son public, et surtout c'est une histoire qui n'aurait été possible qu'en animation, qui tire complètement partie de l'animation. Et moi, globalement, je trouve ça super et je vous le conseille. Papa, je crois que dans les céréales, il y a une fille morte. Ça a marché! On est à l'intérieur de nos rêves! Marchand de sable, où es-tu? Moi je le connais! J'en crois pas mes yeux. Je pensais l'avoir perdu pour toujours. Tony Charcuterie. Mon pote, Elliot!
surtout l'odeur d'un truc pourri, oui. Content de te voir aussi, Joanne. Stevie. C'est ce que j'ai dit, Joanne. Stevie. Joanne. J'ai l'impression qu'on dit la même chose, non? Qu'est-ce qui se passe? C'est Cauchemar, la nounours de Cauchemar. Il faut l'affronter pour arriver jusqu'au marchand de sable. J'ai la trouille. Ça m'a coûté un paquet de fric, ça. Attention! Je suis toute nue. Qu'est-ce qu'il y a d'effrayant à ça? Absolument rien. On en arrive à la question rituelle de tout épisode d'Animedia, à savoir c'est pour qui dans tes rêves? Ça va être pour un public forcément dans les âges des deux personnages principaux, hein. Donc comme je l'ai dit, entre 8 et 12 ans. Après on peut aller un petit peu plus loin sans problème, voire un petit peu plus jeune, mais même s'il faut faire attention quand même, hein. Il y a des cauchemars, donc les cauchemars ça peut faire peur, mais ça reste gentillet. Là où je trouve ça plutôt malin, et encore une fois ça le rapproche d'un Pixar, c'est que les parents peuvent s'y retrouver aussi complètement parce que justement c'est drôle et que ça parle quand même un petit peu d'eux, hein. C'est pas un film d'animation qui met complètement les parents de côté. Là le sujet principal c'est vraiment la famille, c'est sauver le couple de papa et maman, et papa et maman ils ont un rôle pas forcément central, mais ils sont là, ils sont présents, ils interviennent à la fin, voilà, on leur donne des lignes de dialogue. En plus, c'est Christine Milioti, donc la mother de How I Met Your Mother, hein, mais qui est aussi Palm Spring, qui a été récemment dans The Penguin, donc il commence à avoir à se faire un petit peu un visage maintenant. Et le père, c'est Simu Liu, donc Shang-Chi, mais qui est quand même voilà, un acteur assez confirmé aujourd'hui. Donc tout ça est quand même bien enrobé, il y a largement de quoi passer un bon moment en famille. Et comme je le fais maintenant, ce n'est pas pour vous si vous êtes complètement allergique à l'animation 3D, à l'américaine un petit peu classique, et que vous détestez l'humour, allez, un brin régressif, hein. On sent quand même qu'on s'adresse à un public assez enfantin, mais comme je l'ai dit, c'est suffisamment bien fait, suffisamment drôle pour toucher un plus large public. On en vient à la note pour replacer Dans tes rêves dans le grand classement Letterboxd d'Animedia. D'ailleurs, allez me suivre hein, sur Letterboxd, vous avez le lien en description, hein. J'y rentre tous les films que je vois, que ce soit en salle ou chez moi, avec souvent une petite critique pour accompagner tout ça. Donc, venez, c'est très chouette. Et donc, Dans tes rêves, je vais lui mettre la note de 3,5 sur 5. Les points positifs, je l'ai déjà un petit peu dit, tout ça, hein, c'est l'humour. Vraiment, c'est presque ce que je mets en premier, alors que je m'attendais pas à rire devant ce genre de film, clairement. La retranscription du monde des rêves, des cauchemars pour les enfants, je trouve que ça fonctionne très très bien. C'est globalement assez malin, et puis tout ça est très bien fait, voilà, comme je l'ai déjà dit. Et vraiment, je mettrais un point, encore une fois, bonus et presque inattendu, sur l'expressivité des personnages, ou en tout cas le travail global qui a été fait. On sent qu'il y a une emphase qui a été faite là-dessus, et ça rend super bien. Et du côté des points négatifs, comme je l'ai dit, on reste quand même dans la famille américaine moyenne, un brin clichouille, hein. Et puis, pour nous autres adultes, la structure est quand même un petit peu prévisible. 3,5 sur 5, ça replace Dans tes rêves derrière, Rêve Production. Voilà, vous voyez le lien qui est fait entre les deux, hein. Rêve Production qui n'est pas un film, hein, qui est une mini-série Disney+, qui est un genre de spin-off en fait de Vice Versa, tiens donc, que je vous recommande complètement hein, si vous avez Disney+. Ça le met au même niveau que Le Monstre des Mers, qui est un autre film Netflix, avec de la 3D encore très très propre, hein, et qui est un bon film d'aventure, pour le coup peut-être pour un public un petit peu plus âgé. Et ça le met devant Mon ami robot, qui s'appelle Robot Dreams en VO. Voilà, donc comme je trouvais pas spécialement d'autres films, je me suis dit que j'allais poursuivre la parenté des rêves, même si là pour le coup ça n'a rien à voir, c'est pas du tout un film onirique, mais c'est plutôt mignon, sympa, c'est un film muet, qui a eu son petit quart d'heure de gloire au moment de sa sortie, que j'ai pas trouvé incroyable, mais quand même plutôt sympa. L'assassin de la reine court toujours. Le royaume a peur. C'est un assassin! C'est un monstre. C'est l'homme qu'il me faut. Salut, patron. Qui es-tu? Je m'appelle Nimona. Votre fidèle acolyte est avec vous. J'ai pas besoin d'une acolyte. Tous les méchants ont des acolytes. Je suis pas méchant, d'accord? Le vrai méchant court toujours et j'ai besoin d'aide pour l'arrêter. Je marche. On zigouille qui en premier. Attends, non! Tu peux nous sortir de là. Promettez-moi de pas paniquer. Pourquoi j'aurais confiance en toi? Promis? C'est promis, juré! Vous aurez pas peur de la corne? Une corne? Promettez-le-moi! Promets de pas paniquer, c'est promis, juré!
Si j'étais vous, je partirais en courant. Histoire de changer un petit peu la structure et puis de vous surprendre, tout simplement, j'ai décidé en deuxième partie de cet épisode de vous faire mon top 3 des films d'animation originaux Netflix. Et bon, quand je dis originaux, c'est pour simplifier les films qui sont uniquement dispo sur la plateforme parce que vous allez voir qu'il y a un petit peu que des cas particuliers dans tout ça et puis tous ne sont pas produits par Netflix, etc. Contrairement justement à Dans tes rêves qui est vraiment une production Netflix Animation Studio. Bref, on va parler de 3 films qui me tiennent beaucoup à cœur d'ailleurs, dont je ferai peut-être un jour des épisodes dédiés, qui sait, parce que vraiment je les aime beaucoup. Et on va commencer par celui qui n'est pas forcément le troisième, c'est pas un classement absolument, mais j'avais envie d'en parler en premier tout simplement. C'est Nimona. Vous avez peut-être reconnu la bande-annonce de Nick Bruno et Troy Kane qui est sortie en 2023. Nimona, qu'est-ce que ça raconte? En quelques mots, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un buddy movie entre un chevalier servant accusé d'un crime horrible et une adolescente métamorphe qui est en fait le monstre que ce chevalier a juré de détruire. Et en quelques mots, pourquoi c'est vachement bien? Eh bien parce que déjà c'est un univers complètement fou et unique, Nimona tout simplement. C'est un mélange entre la fantaisie, puisque le chevalier qui est dans le film, c'est un vrai chevalier en armure, avec une épée, avec des valeurs très chevaleresques, justement. Il y a toute une idée dans le film autour de ça, de société quasi médiévale, mais avec un twist quand même, et un twist de taille, puisque c'est en fait techno-futuriste. C'est-à-dire que les chevaliers, certes, ils ont une épée, mais ils s'en servent comme de genre de pistolet ou de carabine pour en fait envoyer des genres de tirs laser. Alors ça a l'air comme ça un petit peu foutraque et voire un petit peu raté, mais pas du tout. Au contraire, c'est là d'où vient l'une des premières forces de Nimona, c'est que c'est vraiment réussi sur les 2 plans. Et ça, c'est assez dingue. Autre vraiment caractéristique assez étonnante, c'est qu'il y a une romance gay entre les 2 chevaliers, justement, qui est vraiment au cœur de l'intrigue. Et alors ça, si c'est pas une énorme prise de risque, je sais pas ce qu'il vous faut, une double prise de risque, triple même, si on considère que c'est tout simplement une création originale, alors c'est une adaptation, quand même, j'allais dire une bêtise, d'une bande dessinée signée Andy Stevenson, mais bon, on n'est quand même pas dans le mainstream absolu, ni dans une suite, un remake, un reboot, etc. Donc, vrai projet original, c'est super, on aime, on soutient. Et puis parce que, tout simplement, le personnage de Nimona en lui-même est super. C'est cette adolescente refoulée par la société qui vit complètement en rebut, et on la comprend dans le sens où elle est justement le personnage chassé dont la légende parle qui va venir anéantir la ville qui est réfugiée derrière des grands murs. On pense forcément aussi un petit peu à l'attaque des titans et qui peut se transformer en animaux. Tout le côté métamorphe, il suffit de voir la bande-annonce, elle passe de la baleine à l'ours, au gorille, rhinocéros, renard, etc. Enfin, ça n'arrête pas. Et pour le coup, visuellement, c'est assez dingue. Il y a vraiment ce style graphique 2D post-Spider-Verse, très clairement. Et d'ailleurs, c'est pas le seul de Stop. On va en parler. Mais l'action en elle-même, elle va vraiment crescendo, où on a une utilisation de ces transformations-là qui est assez dingue dans les scènes d'action. Puis le final en lui-même, il va aussi très très loin. Donc voilà, hyper bien écrit, hyper bien rythmé. Je pense que si vous avez vu Nimona, vous vous en souvenez très très bien et ça vous a, j'espère, marqué autant que moi. C'est plutôt pour les ados que pour les enfants, mais ça rentre complètement dans ce top. On enchaîne avec un film très différent, mais tout aussi, voire encore plus beau, une véritable prouesse technique, c'est bien sûr le Pinocchio par Guillermo del Toro, sorti en 2022. Donc, bien qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la version façon del Toro du fameux conte de Pinocchio, mais là, on revient aux origines du conte. On n'est pas du tout dans une version Disney, entre guillemets, alors gentillette, je mets des gros guillemets, parce que moi, la baleine de Pinocchio m'a quand même traumatisé pendant des années, mais là, avec la patte de del Toro et son amour pour les monstres, vous le savez peut-être si vous avez vu son Frankenstein qui vient de sortir aussi sur Netflix. Mais avant ça, Guillermo del Toro, c'est Le Labyrinthe de Pan, Hellboy, La Forme de l'eau pour laquelle il a eu l'Oscar quand même, et puis aussi Pacific Rim, parce que c'est quand même un gros nerd et un grand enfant qui aime les robots géants. Énormément d'influence aussi dans le travail de Guillermo del Toro, mais pourquoi c'est vachement bien Pinocchio? Parce que c'est de la stop motion, et la stop motion est exceptionnelle. On garde le côté saccadé, mais je vous invite à aller voir le making-of qui est aussi disponible sur Netflix, justement, pour vous rendre compte de la quantité de boulot, le sens du détail, et le film n'arrête pas à ce niveau-là. C'est
hyper dense, à la fois visuellement, mais aussi thématiquement, parce que Pinocchio, c'est l'errance de cet enfant qui va apprendre à faire ses propres erreurs dans un monde qui est ravagé à la fois par la guerre, par la montée du fascisme, par énormément de choses hyper dures et très très concrètes. Ça parle aussi de l'inévitabilité de la mort, de la manipulation, de la jeunesse, de l'absurdité de la guerre, je l'ai dit. Enfin voilà, c'est hyper fourni. Moi, c'est vrai que ça m'avait mis quand même un petit peu un coup. Je l'ai jamais revu parce que j'avais souvenir quand même de m'être pris tout ça dans la tronche. Ça dure 2 heures aussi, donc faut se le farcir, mais ça vaut le coup. Vraiment, posez-vous, prenez le temps, une soirée où vous êtes bien luné et vous avez envie d'en prendre plein les yeux. Alors pour le coup, c'est vraiment pas pour les enfants, parce qu'il y a clairement des scènes de guerre, du sang, etc. Sans dire que ce soit gore ou quoi que ce soit, mais les thématiques sont plutôt adaptées à un public à minima adolescent. Et puis ça fait partie vraiment des immanquables. Si vous aimez l'animation, la stop motion, le travail effectué par Del Toro et ses équipes, il est dingo. Et pour clore ce top 3, alors j'aurais pu vous faire un top 5 aussi, voire un top 10, mais quand même, on va garder raison. Et puis je vous ai dit aussi que peut-être qu'il n'y avait pas vraiment de classement. Bon celui-là c'est pas compliqué, c'est mon top 1 sur Netflix, mais je pense toutes plateformes confondues. En réalité, on va parler des Mitchell contre les machines de Michael Rianda et Jeff Rowe, sorti en 2021. Et quand je vous disais que c'était parfois compliqué de déterminer la source du projet, que ce n'est pas un film Netflix, c'est juste pour le coup un film qui a été bombardé sur Netflix en 2021, à une époque où forcément la réouverture des salles, la fréquentation, tout ça c'était un petit peu flou, on savait pas si on allait pouvoir revenir en salle tout simplement, et c'est un film Sony Pictures Animation et Lord Miller Production qui aurait dû sortir au cinéma en 2021, et puis Sony pour ne pas perdre tout simplement ce bijou qui a quand même demandé beaucoup de boulot et d'argent, a vendu les droits à Netflix pour le distribuer et c'est comme ça qu'il nous est arrivé. Qu'est-ce que ça raconte en quelques mots? C'est une famille dysfonctionnelle, on y revient, donc il y a clairement une filiation en plus avec Dans tes rêves, qui va sauver la Terre carrément d'une révolte de robots pendant un road trip en voiture. Et pourquoi c'est vachement bien? Je pourrais en parler pendant des heures, il va falloir que je me résolve à faire un épisode dessus parce que c'est dingue, c'est complètement dingue ce film. Il y a une filiation directe avec Spider-Verse, ne serait-ce que parce que c'est aussi un film Sony Pictures et qu'on sent l'influence à peu près tous les niveaux, mais surtout visuellement, au niveau du rythme, au niveau des incrustations en tout genre. Et il y a une volonté très très claire de lui donner le même style graphique, le même rythme pour engendrer une filiation. Rappelez-vous quand même, Spider-Verse, le choc que ça avait été, Oscar, tout ça. Donc on était dans la même dynamique du côté de Sony. Je sais pas quoi vous dire, c'est un film qui s'arrête jamais. Il y a 12 idées à la seconde, visuellement c'est à tomber par terre. C'est super drôle, les personnages sont attachants, à commencer par l'héroïne qui est une apprentie réalisatrice de films, et pas de n'importe quel film, qui fait des films d'animation avec des chaussettes, avec des petits bouts rafistolés à droite à gauche. Il y a un côté très Michel Gondry d'ailleurs, parce qu'il y a souvent des éléments qui arrivent en surimpression à l'écran qui donnent l'impression d'être fait via un scrapbooking. Vous voyez, on rajoute des bouts de papier, des photos, des choses comme ça. D'ailleurs, le générique de fin, j'en ai un souvenir, est aussi assez fou, avec plein de membres du staff qui ramènent leurs photos et leurs petites créations de quand ils étaient plus jeunes. Voilà, c'est un film qui arrête pas, qui est complètement frappadingue là encore. Alors, j'ai cru comprendre que pour certains, il pouvait être un petit peu too much. Je l'entends, mais alors sur moi, autant vous dire que ça fonctionne à 2000%. Et puis je sais pas quoi vous dire, il y a une scène avec des Furbies démoniaques dans un centre commercial. Et puis il y a Monchi, le personnage préféré, mon personnage préféré du film, le meilleur personnage du film. Évidemment, ce chien qui est complètement à côté de la plaque, qui est tout aussi starbé et pété que le reste de la famille. Bref, je pense que c'est pas juste mon film d'animation Netflix préféré, c'est l'un de mes films d'animation préférés de ce siècle, carrément. Là, tout ça, c'est un petit peu déstructuré, mais rassurez-vous, je vous en ferai un épisode beaucoup plus cadré un de ces jours. Mais voilà, en attendant, allez regarder les Mitchell contre les machines. Et puis venez me dire, tiens, en commentaire, si vous avez envie d'autres sélections comme ça, en fonction des plateformes ou toutes plateformes confondues, un top 5, un top 10. Je pourrais aussi, pourquoi pas, vous en faire un épisode à part entière. C'est une idée, je me laisse toutes les portes ouvertes. Kogoro, Nagano Kenkei no Yamato Kansuke Keibuって知り合いか？修正やろう逃がすか。10ヶ月前の長野で起きた雪崩事故。カンちゃん大丈夫？今回の銃撃事件は
大和警部の事件と関係していると。相変わらず困った子だ。兄、お前、俺に何か聞きたかったんじゃねえのかよ。 Allez, on va boucler cet épisode avec un petit point sortie. Je l'ai dit en introduction, il n'y a pas eu énormément de grosses sorties ces dernières semaines, mais je vais quand même vous parler d'un film qui est sorti le 12 novembre, donc bien mercredi dernier, à l'heure où cet épisode sort, et qui est probablement encore en salle dans quelques cinémas. C'est Détective Conan, la mémoire retrouvée. Alors je vais faire une grosse parenthèse pour essayer de vous expliquer ce qu'est Détective Conan, puisque c'est un engrenage dans lequel j'ai mis le doigt il y a pas très longtemps, et autant vous dire que c'est pas évident à comprendre. Déjà, bon, Détective Conan, si le nom vous parle, eh bien c'est pas pour rien, hein, c'est parce que de base c'est un manga qui existe depuis 1994, donc qui est quasiment aussi vieux que moi, et qui est toujours en cours à l'heure actuelle, hein. Il y a 107 volumes actuellement, et c'est d'ailleurs assez drôle dans le sens où il y a pas mal de mes amis qui sont venus me voir pour me dire: «Ah mais il y a un film là-dessus, mais attends, mais je suis ça depuis des années et des années, c'est toujours pas fini, l'histoire elle avance pas, etc., etc.» Il y a un lore gigantesque autour de Détective Conan, avec énormément de personnages, des organisations secrètes dans tous les sens, avec des agents doubles, triples, infiltrés, des gens qui changent de camp, des gens qui se déguisent, qui sont pas ceux qui prétendent être, etc. Enfin, comme dirait Hubert Bonisseur de la Batte, C'est un bordel. et au Japon, autant vous dire que c'est un carton intersidéral. Là, pour vous dire, non seulement 107 mangas, hein, imaginez-vous la taille que ça peut prendre dans une bibliothèque, mais là, on en est au 28e film. Oui, 28e, c'est-à-dire que depuis 1997, il en sort un par an, à une date toujours très précise, ou en tout cas à une période très précise, c'est toujours pendant la Golden Week, qui est une période de 4 jours fériés au Japon concentrés sur 7 jours, où énormément de Japonais prennent des vacances, les écoles sont fermées, etc. Donc c'est vraiment une période hyper faste, hyper propice à ce genre de choses, et donc ça fait que les films Détective Conan battent quasiment année après année des records de fréquentation en salle, alors que, comme je l'ai dit, c'est vraiment un truc d'initié, hein. Faut quand même connaître tout ça, en tout cas arriver maintenant là-dedans, c'est pas évident, hein. Moi j'ai commencé, pour tout vous dire, par l'épisode de 2024, qui s'appelle L'étoile à 1 million de dollars, et j'ai rien pané, enfin ou quasi rien, enfin c'était très compliqué, d'autant qu'en plus ça rajoutait une intrigue hyper japonaise dans l'esprit, à base de sabres qui viennent du Japon féodal, avec énormément de termes de cette époque-là, etc. Enfin il y avait vraiment des couches et des couches de lore et d'éléments biographiques sur les personnages et sur les éléments de l'intrigue, bref, enfin, c'était bien costaud. Là, pour le coup, quand même, dans la mémoire retrouvée, c'est nettement plus soft à ce niveau-là. Donc finalement, c'est sûrement un meilleur film pour découvrir la saga, si et tant est que ça vous intéresse, que celui de l'an dernier. Mais vraiment, moi, je commence à développer une espèce d'étrange fascination avec cet univers. J'ai enchaîné avec l'épisode de 2021. Donc en plus, je les vois vraiment dans le désordre complet. Donc c'est pas évident, mais en même temps, j'ai pas l'impression que ça se suive complètement. Qui s'appelle The Scarlet Bullet. Je pense pas que je vais les platiner, hein, parce que c'est quand même 28 films, encore une fois. Peut-être que je vais arriver à en grignoter par-ci par-là. Mais étrangement, je prends pas mal de plaisir à regarder ça. Je sais pas trop pourquoi, en vérité. Après, globalement, les intrigues sont plutôt sympas à suivre. C'est jamais transcendant, mais ça se suit bien. Et pour le coup, celui-ci, il est conforme, hein, je pense, à ce qu'on peut attendre d'un film Détective Conan. Si vous êtes curieux, si vous êtes fan, ça sera complètement votre came, évidemment. Et comme je l'ai dit, pour démarrer, pourquoi pas? D'autant qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir et qui est plutôt intéressant et sympa si on aime le Japon, d'une manière générale, c'est que c'est une série qui nous fait quand même pas mal voyager. En l'occurrence, là, on est à Nagano, dans les montagnes, donc on est assez loin de l'imagerie typique cliché du Japon. On se balade, c'est plutôt cool. Il y a du dépaysement, il y a l'impression de découvrir des choses aussi. Et d'ailleurs, le générique de fin, c'est toujours des vraies images qui ont été prises sur place, qui nous montrent ce qu'on a visité pendant le film. Là, en l'occurrence, il y a à la fois les spécificités, la montagne, la gestion des avalanches. Il y a aussi un centre de énormes satellites à côté de Nagano, qui est ici largement mis à contribution dans l'intrigue. Bref, il y a quand même pas mal de choses autour de ce film, de cette série-là. Donc, à vous de voir, si vous êtes curieux. En tout cas, c'est sorti le 12 novembre. Je pense pas que ça va rester très très longtemps à l'affiche. La deuxième sortie dont j'avais envie de vous parler, c'est pour le coup pas un film, mais carrément un festival qui va se dérouler du 26 au 30 novembre. C'est le 22e Carrefour du cinéma d'animation au Forum des Images, qui se tiendra donc à Paris.
Pourquoi je vous en parle maintenant? Tout simplement parce que au Forum des Images, comme c'est souvent le cas, eh bien, il vaut mieux se dépêcher pour réserver ses places parce que les séances sont assez fréquemment complètes. D'autant que là, le programme est quand même plutôt alléchant puisque, notamment pour la soirée d'ouverture, on aura le droit, s'il vous plaît, au nouveau film de Mamoru Hosoda. Et oui, rien que ça, Scarlett et l'éternité. Alors qu'il ne sort que le 11 mars en France, donc quand même une grosse avant-première. Et à l'inverse, la soirée de clôture, ce sera Planète de Momoko Seto, qui sort d'ailleurs aussi le 11 mars et qui était en compétition officielle au Festival d'Annecy cette année. Et d'ailleurs, la projection aura lieu en sa présence. Et il y aura aussi une rencontre avec elle le samedi. Moi, je l'ai rencontrée à Annecy, j'ai enregistré une interview avec elle que je vous livrerai au moment de la sortie du film. Et puis, entre les deux, c'est très dense, hein. Ça ne dure que 5 jours, mais on a pas mal d'avant-premières de films, d'autres films qui étaient en compétition à Annecy, comme Ciao, que personnellement j'ai beaucoup aimé, pas loin d'être un de mes films préférés de la sélection. Aosenka aussi, pour rester dans l'animation japonaise. Look Back, qui avait eu le droit à une sortie très limitée en France, qui est disponible maintenant sur Prime Video, mais là vous l'aurez en salle. Il y aura aussi autour de la musique de film, une projection de Nausicaa de la Vallée du Vent, donc un Miyazaki sur grand écran, ça se refuse pas, hein. Personnellement j'y serai avec grand plaisir. Vous aurez aussi une masterclass de l'équipe française du studio derrière Blue Eye Samurai, la série Netflix, qui je sais a très bonne presse, qui est dans ma liste depuis très longtemps. Et je pense que c'est ce qui va me mettre le pied à l'étrier pour aller la regarder. Vous aurez aussi une version remasterisée du Seigneur des Anneaux de 1978 de Ralph Bakshi. Et puis, enfin, je l'ai gardé pour la fin parce que je sais que ça va parler à nombre d'entre vous. Et si vous êtes sur Paris, que vous avez des enfants, va peut-être falloir y aller, les gars, pour voir ce que c'est en direct. Ce sera une projection exceptionnelle sur grand écran de K-pop Demon Hunters, ou alors là, je pense que ça va chanter dans tous les sens. Donc, ne tardez pas trop, comme je vous l'ai dit, si vous êtes intéressé, parce que les places partent souvent assez vite. Je vous mets le lien en description de ce podcast. Et bien voilà, on arrive à la fin de cet épisode, et en plus, je regarde mon runner et je suis pile dans les temps de ce que j'avais prévu au niveau de mon timer, donc bien c'est signe qu'il est temps de vous dire au revoir, que vous pouvez retrouver bien sûr ce podcast sur toutes les plateformes de votre choix, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict, YouTube, peu importe où vous me regardez, où vous m'écoutez, l'important c'est de vous abonner, bien sûr, et de me laisser un petit pouce, des étoiles, de le partager, d'en parler autour de vous, c'est hyper important pour faire connaître le podcast. Et puis suivez-moi également sur Blue Sky, Instagram et TikTok, notamment parce que bien sûr Blue Sky et Instagram, je partage comme ça un petit peu d'actualité autour du cinéma d'animation, les trailers, les futures sorties en date, mes critiques également que vous pouvez retrouver aussi sur Letterboxd. Bref, je suis un petit peu partout et ce sera un plaisir de discuter avec vous de cinéma d'animation. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine et ciao!